Bienvenue à tous les trois. Jean-Yves Blé, président d'Uniconcert, donc. Si on se projette comme ça dans le futur, comment vous voyez les choses? Très optimiste. Ah, comme c'est bien. Très, très optimiste. Quand j'ai commencé à faire de la cancérologie il y a une trentaine d'années, la plupart des patients qui étaient atteints de cancer métastatique décédaient assez vite, moins d'1 an. Les promesses, c'était celle de l'utilisation de la biologie pour traiter les malades. On me promettait, je faisais ma recherche, 10 ans plus tard ça arriverait. Il a fallu 30 ans, mais on y est. Oui. Et on voit actuellement quelque chose qui est absolument... qui était à l'époque assez inimaginable, c'est-à-dire qu'on voit un nombre croissant de patients en phase métastatique qui sont guéris, authentiquement guéris, des patients qui ne rechutent plus jamais alors qu'ils rechutaient de manière systématique en phase localisée. Et le futur, c'est ça pour tout le monde, et avec en plus des tests préventifs, alors que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui, sans pathologie particulière, qui vont nous permettre de dire fais attention à ça, surveille-toi comme ça parce que tu vas faire ça. Ah, génial. Et le jour où on fait ça, parce que ça arrivera quand même... On ne sera plus jamais malade, en fait. Si, parce que de toute façon, la vie est une maladie mortelle. Hein, mais on vivra plus longtemps. Ouais. Alors la question de fond, on peut être très optimiste. La question de fond, c'est comment on fait ça, avec les ressources humaines que l'on a, avec toute la complexité que nous avons aujourd'hui, et qu'on a entendu aujourd'hui dans les différentes interventions, en termes de ressources, en termes de moyens, et dans un contexte où la France est certainement bien positionnée, parce qu'elle a un bon système de santé, un solide ancrage à la fois médical et scientifique, mais tout de même, il y a des faiblesses, on le voit, et la compétition internationale, parce qu'il faut bien parler de compétition en termes d'innovation, on va parler d'innovation dans quelques instants, mais elle est ferme, et les pays voisins européens, je ne parle pas des États-Unis et de quelques autres pays non européens, nous passent parfois devant. Donc on a envie que les promesses qui sont tenues et les promesses qui sont à venir soient appliquées. Comment faire? Il y a plusieurs enjeux, je pense, qui nous vont permettre de le faire. Le premier enjeu, c'est vraiment, et je suis président d'une fédération hospitalière privée, donc je me sens un peu dans la famille ici, mais vraiment, je crois qu'on a tous à cœur de considérer le patient au centre du dispositif. Pourquoi? Parce que le patient, dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la cancérologie, il est de plus en plus chez lui. Donc il va falloir trouver des moyens de l'accompagner chez lui. Il va falloir trouver des moyens d'accompagner les aidants. Il va falloir trouver des moyens de faire des parcours qui soient intelligents, plus hospitalo-centrés, chez lui, pour avoir des traitements qui peuvent se faire parfaitement à domicile et en toute sécurité, avec l'aide des professionnels libéraux, parce qu'évidemment, on va déléguer un certain nombre de choses. Ça, c'est probablement un des points vraiment très importants. Le deuxième point, c'est sans doute l'évolution des parcours. Et je suis à côté d'Elisabeth Hubert, on a des projets sur l'hospitalisation à domicile. C'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur à tout point de vue. Parce que, d'abord, les structures hospitalières sont parfois un peu à bout de souffle, on l'a vu. Parce que, de toute façon, les traitements ne justifient plus nécessairement qu'on soit hospitalisé. Ça peut tout être fait en ambulatoire pour beaucoup. Et donc, il faut repenser notre système hospitalo-centré, se retourner vers la ville, faire ce qu'il y a à faire, qui est compliqué, qui est technique, qui nécessite parfois des hospitalisations courtes à domicile, mais à l'hôpital, mais laisser la place au domicile. Sur le plan de l'innovation, c'est le centre, et puis c'est un peu l'axe thématique qu'on a choisi. Je pense qu'on est vraiment, et on l'a dit à plusieurs reprises là encore aujourd'hui, il faut absolument simplifier. La France est un super pays en termes de qualité de production scientifique. A été. On s'est fait doubler sans aucune raison, juste parce qu'on s'est mis à courir le 100 mètres avec des boulets aux pieds. Il faut nous enlever les boulets et démarrer parce qu'on a vraiment toute la capacité pour arriver à remonter sur le podium européen et probablement mondial. Là, on ne va pas faire pleurer. Nous avons un système qui est très puissant en innovation, qui a été renforcé récemment. Tout ce qu'on est en train de dire, là, il y a une prise de conscience, il y a des mouvements qui sont... Mais il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite et encore plus simplifier pour pouvoir dérouler cette innovation et qu'elle soit mise non seulement faite en France, et donc fabriquer, je parle des médicaments, je parle des dispositifs en France, ça c'est un enjeu qui est fondamental, mais également mise à disposition du patient. Là encore, on était avec l'HAS il y a quelques instants et avec Lionel Collet, c'est fondamental qu'on réintègre le rôle des acteurs clés que sont les experts français dans les processus d'évaluation. Beaucoup de patients français n'ont pas accès à des médicaments, nouveaux, alors même que l'on sait qu'ils pourraient être disponibles. Et d'ailleurs, on fait les tests pour montrer qu'ils vont répondre au traitement. Donc il y a une absurdité là qu'il faut ensemble que nous résolvions. Et puis pour finir, moi je pense qu'il faut... Alors, on est dans les centres de lutte contre les cancers sont des structures privées, hospitalo-universitaires, on en est très fiers. Et
je pense qu'il faut réenchanter le système. Mon fils, qui est médecin psychiatre, qui travaille d'ailleurs dans une structure de la FHP, qui fait sa thèse de science dans une structure de la FHP, bravo, me dit, mais il n'y a plus personne qui veut faire le job que tu fais. Il n'y a plus personne. Ça ne nous intéresse pas. Ils veulent plus être universitaires. Ils veulent plus être hospitalo-universitaires. Ils veulent faire de la recherche, de temps en temps, pendant une partie de leur parcours, faire de la médecine. Il n'y a aucun doute, ils adorent faire ça. Mais aller enseigner et passer sur les fourches codines d'un système qu'ils ne reconnaissent plus, qu'ils ne comprennent plus, ça ne va plus. Il faut réenchanter le système. On a les moyens, il faut le faire. C'est ça le futur. Et c'est comme ça qu'on va tenir les promesses du futur. On y croit, merci. Charles Guéprat, de votre côté, on n'a pas du tout parlé du médico-social, par exemple, depuis le début de la journée. Comment vous voyez les choses, vous, dans ce domaine pour l'avenir ? Alors effectivement, pour nous, l'avenir, c'est la coopération, c'est le thème de vos journées, et on se retrouve bien dans la présentation qui a été faite, dans le constat aussi d'un état d'esprit où les silos avaient un peu sauté pendant la crise sanitaire. Ça a été rappelé aussi par le ministre de la Santé et de la Prévention il y a quelques minutes. Donc pour nous, l'avenir, et en tout cas l'avenir plus radieux de notre système, c'est un système qui est décloisonné, qui est désiloté, dans lequel on embarque des dispositifs de moindre intensité. Ça ne veut pas dire que le médico-social, c'est de l'hospitalier low cost, au moins bien. Hein. C'est une autre approche, une autre solution, soit pour ne pas accéder au système hospitalier ou éviter l'accès au système hospitalier, soit sortir du système des hôpitaux, d'ailleurs avec les achats, etc., de pouvoir être dans une approche qui est respectueuse des personnes. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cette vision, d'essayer d'embarquer la stratégie sanitaire avec la stratégie médico-sociale. Alors c'est très dur, hein. Tu parlais de boulets, alors là on a des murs infranchissables, hein. Il y a des ONDAM, il y a des objectifs de dépenses d'assurance maladie sur le sanitaire d'un côté, sur le médico-social, et les deux objectifs ne sont pas fongibles, hein. S'il y a trop d'argent d'un côté, il ne peut pas passer de l'autre, donc ouais. Il y a des périmètres ministériels qui sont différents, donc forcément vous avez des acteurs différents, et on le voit, il y a des applications de mesures qui sont différentes. On a cité une mesure sur la nuit et le week-end à laquelle le PNL sanitaire est éligible et le PNL médico-social n'est pas éligible, alors qu'il y a aussi des soignants qui travaillent la nuit dans le médico-social. Donc ça fait partie des choses qu'il faut faire avancer aussi la notion de territoire, puisque c'est bien de désiloter, mais à quelle échelle ? Oui. Nous, on considère que la région, c'est un peu grand comme espace de projection. La projection, c'est le territoire de santé. C'est en gros, c'est 150 000 personnes. Et arriver à se projeter dans cette vision, ça permet aussi de travailler concrètement les coopérations avec l'ensemble des acteurs qui sont présents sur les territoires et qui maillent souvent de façon assez large le territoire pour arriver justement à embarquer les communautés et les organismes gestionnaires, les équipes, dans cette approche patient-centrée, évidemment, qui est, comme le rappelait le professeur Blais. Vous parliez tout à l'heure de l'inégalité de traitement aussi avec le personnel dans le médico-social. C'est vrai qu'on a un gros problème d'attractivité chez vous aussi. Comment vous voyez les choses pour l'avenir ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous dans votre spécificité ? Là encore, et on partage beaucoup des contraintes et des spécificités du privé à but lucratif sur les sujets d'attractivité. C'est sans doute le médico-social l'endroit où il y a le plus de difficultés de recrutement aujourd'hui parmi l'ensemble de nos adhérents et toute la typologie de nos adhérents. Des métiers qui ont, faut le dire, une mauvaise réputation ou une image qui a été dégradée pour des raisons qu'on connaît et qui ne sont pas la réalité du terrain de chaque jour. Un niveau de qualification et de rémunération qui est insuffisant et des difficultés en plus liées à des dispositifs type Parcoursup qui font que, je regardais les chiffres, on a 630 000 demandes d'étudiants qui veulent arriver en école d'infirmières. Ouais. Il y a 30 000 places et il y a une perte de 30%. Donc comment on peut avoir autant de gens intéressés et finalement un système et un algorithme qui fait qu'on retient des gens qui finalement au bout de 6 à 8 semaines vont arrêter leurs études d'infirmier parce qu'ils vont faire un premier stage d'immersion et vont devenir aides-soignants dans le médico-social ou sanitaire, peu importe, ouais. Et ils vont être dégoûtés parce qu'ils n'ont pas été préparés et on ne retient pas les bonnes personnes. Donc il y a quand même des... Alors on peut analyser des embûches ou des difficultés, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Nous, on milite. Alors il ne faut pas revenir au concours, sans doute, mais une préparation peut-être au métier du soin, en tout cas une meilleure valorisation de ces métiers, et puis très clairement un accompagnement financier
Il y a des choses qui se passent dans ce pays, il y a une inflation qui est forte, et quand la progression de nos établissements médico-sociaux, c'est de l'ordre de 1 à 2% de recettes, quand le coût de la vie générale des établissements, c'est 4 ou 5, vous voyez bien que en fait, chaque année, on s'appauvrit, et nos EHPAD, en tout cas, à la FEAP, s'appauvrissent très clairement depuis quelques années. Mais il y a moyen, selon vous, de réenchanter le milieu, de réenchanter les métiers de soignants, d'aides-soignants? Je ne sais pas si la convention collective unique étendue sur laquelle on travaille est une forme de réenchantement, c'est quand même un mécanisme assez technique, mais derrière, ça veut dire travailler sur des parcours professionnels, ça veut dire travailler sur aussi des revalorisations, ça veut dire mettre en avant et valoriser les diplômes et les métiers. Les aides-soignants sont diplômés, c'est pas pareil que de ne pas être diplômé, donc c'est ce qu'il faut mettre en avant, et puis travailler sur la pénibilité, sur la troisième partie de carrière. C'est des choses qu'on ne traite pas suffisamment. On ne peut pas faire la même chose à 21 ans qu'à 64, ça, c'est sûr. Surtout dans des métiers qui demandent un engagement physique qui est important. Dans lequel on manque d'hommes. Oui. Et Elisabeth Hubert, si on parle de la santé dans l'avenir, entre Internet, l'intelligence artificielle, la télémédecine, les biotechnologies, selon vous, comment est-ce que la santé, le monde de la santé, peut s'adapter pour réussir à suivre? Il faut d'abord qu'elle fasse ce que finalement nous n'avons pas su faire depuis des années. Le tableau qu'a brossé Jean-Yves, et qui est celui de progrès scientifiques qui sont considérables et dont on sait qu'ils vont encore se développer. Les exemples que vous venez d'évoquer de l'intelligence artificielle, de la télémédecine en sont des témoignages, même si effectivement il ne faudra jamais en oublier qu'il y a besoin d'humains quand même, mais c'est un autre débat et un autre sujet. Le problème, c'est que nous n'avons pas su, en France, et que nous ne savons toujours pas en tirer les conclusions organisationnelles. Alors pourtant, dans les discours sont apparus il y a un certain nombre d'années ce mot d'innovation organisationnelle. Il me semble d'ailleurs que l'article 51 était pour une large part fait pour cela. Ça me pose un tout petit peu de questions 5 ans après son adoption. Peu importe, là aussi c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, nous avons une chance extraordinaire. Et paradoxalement, nous en avons peut-être encore plus en France, puisque nous avons eu le constat sur le plan scientifique, nous avons une capacité technologique qui est connue, et que quelque part, nous savons aussi que les Français sont conservateurs, ce n'est pas différent dans le monde de la santé, mais que quand, à un moment ou à un autre, ça fait tilt, ils sont capables d'aller plus vite que ça n'est ailleurs. C'est-à-dire que nous avons été plutôt réticents par rapport au portable pendant un moment, et puis un jour ça fait tilt, et on a eu un degré d'équipement important. Pareil avec Internet, tous les exemples, nous les connaissons, je ne l'étends pas. Et donc, comme effectivement on parle de l'avenir, et on parle de ce qui peut se passer demain, je pense que j'aurai le bonheur, peut-être pas comme présidente de la FNEAD, parce que je pense que du coup l'horizon est trop rapproché avant la fin de mon mandat, dans 3 ans, mais que peut-être nous aurons effectivement une prise de conscience que l'usage de l'hébergement hospitalier, il peut être différemment fait dans le futur. Et il pourrait l'être fait déjà depuis longtemps. Je suis effarée de voir qu'un certain nombre d'approches et de démarches continuent à aujourd'hui être les mêmes que lorsque je faisais mes études de médecine. Mes études de médecine, malheureusement, je les ai commencées il y a 50 ans. Donc c'est quand même atterrant. L'hospitalocentrisme qu'évoquait Jean-Yves est encore une réalité. Et la meilleure preuve qu'on peut faire différemment, c'est qu'ici, le monde de l'hospitalisation privée, ils ont su montrer qu'on pouvait faire différemment. Pourquoi le pourcentage de la chirurgie ambulatoire ? Pourquoi est-ce qu'effectivement le pourcentage de l'hébergement hospitalier est-il plus faible dans le privé, dans le public ? Alors certes, on me dira, mais bien évidemment, il y a des prises en charge qui ne sont pas les mêmes, les prises en charge plus lourdes sont à l'hôpital. Oui. Ok, j'entends. C'est simple. On sort ces patients-là. Moi, je ne demande pas à comparer, vous voulez dire. Mais les statistiques, elles peuvent être aisément travaillées et on retire, bien évidemment, les services de réanimation des hôpitaux et tout. Non, aujourd'hui, c'est que, et nous le voyons, nous, dans notre activité, et j'ai presque tendance à dire que la preuve du concept, elle est encore plus facile à faire, c'est qu'il se trouve que dans mes adhérents, ils sont adhérents de la FNEAD et j'en suis ravie, j'ai presque 40% d'établissements d'HAD qui sont d'émanation publique, rattachée à un hôpital. Quelle proportion font-ils d'activités d'HAD ?
23%. C'est-à-dire que la proportion d'activités qui pourraient être générées par des établissements d'hospitalisation conventionnelle publique ne l'est même pas, y compris quand ce sont des établissements qui sont pourtant rattachés à leur propre hôpital. Donc on voit bien qu'on est dans une approche, dans une compréhension qui n'est pas la même et qui n'est pas bonne et qu'il faut changer. Et je pense, tout à l'heure, Marguerite évoquait le côté effectivement un peu innovant, y compris de ce qu'il fallait envisager sur le plan du financement. Quand vous avez, et la question, merci de l'avoir posée, elle n'était pas téléguidée, vous avez évoqué l'hospitalisation à domicile comme étant effectivement un exemple organisationnel. Mais précisément, un exemple, nous sommes en train d'y travailler avec Unicancer. Un exemple. Nous sommes en train de dire des patients qui sont pris en charge en chimiothérapie en hospitalisation 2 jours. Nous pourrions les transférer en hospitalisation à domicile. Ça arrange largement les centres anticancéreux, ils sont débordés. Oui. Je pense que éthiquement, personne n'est totalement satisfait, et de toute façon, personne ne se satisferait pour son environnement immédiat ou familial, d'être sur liste d'attente pour avoir des chimiothérapies. Est-ce que l'hospitalisation à domicile est prête à absorber? Mais bien évidemment, aujourd'hui, la complexité, moi qui suis dans ce milieu depuis des années, ce qui était complexe il y a 20 ans est devenu simple, et d'ailleurs, pour certains aspects, vont basculer dans une pratique ambulatoire qui n'est pas celle de l'hospitalisation à domicile, et que parce que l'aisance des technologies que vous évoquiez il y a quelques instants, de dispositifs médicaux qui sont maniables, de la possibilité effectivement de produits qui sont moins dangereux et plus aisément manipulables qu'ils ne l'étaient par le passé, nous pouvons le faire à domicile. D'un côté, il y a un coût entre l'hospitalisation de jour et le transport de 550, 570 €, de l'autre côté, 250. C'est simple, au premier transfert, on fait de l'économie. La seule chose que nous sommes en train de demander, la seule chose, c'est de dire qu'effectivement, les centres anticancéreux, ils font quand même un peu de job. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils donneront le hockey chimio, qu'effectivement, ils seront sollicités par nos établissements, par les malades, par les médecins traitants pour dire « Ah, mais là, peut-être… » Et on dit, ils ont peut-être droit à un petit quelque chose. C'est-à-dire que leurs 450 puissent se transformer en une rémunération qui soit liée à la reconnaissance de la tâche qui est la leur. Et aujourd'hui, on me dit, oh, c'est intéressant. Peut-être un article 51 ? Non, parce qu'on ne va pas perdre 3 ans. Aujourd'hui, ça se fait déjà. Il y a déjà ces transferts. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il faut le démultiplier. Et au premier transfert d'HDJ, HAD, on gagne 200, 250 €. Nous avons évalué et on a transmis d'ailleurs des notes en la matière. Ouais. Donc, si je dis ça, c'est parce qu'on voit bien qu'il faut penser différemment nos confrères médecins, dont il faut bien reconnaître que c'est quand même pas toujours les chantres de l'imagination, et un peu quand même conservateur dans un certain nombre de cas. Donc oui, ce conservatisme, il doit sauter, mais il doit sauter à tous les niveaux. Et nous avons la chance, en France, d'avoir sur étagère, en magasin, quelque chose qui s'appelle l'hospitalisation à domicile, qui existe dans tous les départements. Je ne dis pas qu'elle est toute partout avec les mêmes compétences, expertises, etc., mais c'est notre rôle à nous de faire monter en gamme, mais il y a des endroits où c'est possible. Oui. Donc je pense, si vous voulez, qu'aujourd'hui, notre challenge, c'est... on a des gens qui sont en train d'être hyper compétents dans tous ces sujets de l'innovation technologique et scientifique, et en France, nous n'avons pas su passer encore le cap de cette innovation organisationnelle qui n'amènera pas obligatoirement à laisser des gens au bord du chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout de se dire « je vais prendre à l'un pour donner à l'autre », puisque, vous avez compris, au premier transfert, ouais, tout le monde est content, tout le monde y gagne. Accessoirement, le premier qui va y gagner, c'est le patient. Bien sûr, et c'est quand même le cœur de l'affaire.